Imaginons un instant qu'on pousse la porte d'un cabinet d'avocats. On s'installe dans le bureau et là, on entame une consultation juridique sur un point absolument crucial. Souvent, lorsqu'un justiciable arrive, il est persuadé, mais alors dur comme fer, que le simple fait d'avoir raison suffira à emporter le morceau au tribunal. Sauf qu'il y a une réalité fondamentale, une règle d'or qu'il faut maîtriser avant même de penser à un procès. Dans le monde du droit, nos droits ne valent absolument rien sans la preuve. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet. Cette phrase-là, c'est la douche froide. C'est brutal, oui, mais c'est la stricte vérité. C'est souvent le premier choc de réalité qu'on doit donner en consultation. Le système judiciaire, il ne fonctionne pas sur des sentiments, ni même sur la vérité, avec un grand V. Il fonctionne uniquement sur des éléments qu'on peut vérifier. On ne peut pas juste débarquer devant un juge et dire « c'est mon droit, croyez-moi ». Si on ne peut pas le prouver, eh bien pour la loi, c'est exactement comme si ce droit n'existait pas. Le décor est planté. Première section. Pas de preuves, pas de droit. Avant même de monter une attaque ou une défense, il faut revenir aux bases. C'est quoi concrètement ce concept de preuve? Ce n'est pas juste un bout de papier rangé dans un classeur, c'est vraiment la démonstration de la réalité d'un fait, d'un état, d'une circonstance ou d'une obligation. C'est l'effort qu'il faut absolument fournir pour espérer obtenir justice. Sans cette démonstration claire et nette, la porte du tribunal reste tout simplement verrouillée. Passons à la section 2, l'arsenal de la preuve. Si on considère que la preuve est une arme, alors regardons un peu ce qu'on a dans notre arsenal juridique. Il faut savoir que toutes les preuves ne se valent pas. On a 3 grandes catégories d'écrits. Tout en haut de la pyramide, le roi incontesté, l'acte authentique. Rédigé par un officier public, comme un notaire par exemple, c'est la sécurité maximale. Juste en dessous, on trouve l'acte sous seing privé. Ça, c'est le contrat classique, écrit et signé directement entre des particuliers. Et puis, modernité oblige, on a l'écrit électronique. Depuis les années 2000, si la signature est bien certifiée, un document numérique a exactement la même force qu'un document papier. Et là, on touche à un point fascinant, qu'on appelle la force probante. En fait, la justice a mis en place une véritable hiérarchie. C'est simple, certaines preuves pèsent beaucoup plus lourd que d'autres sur la balance du juge. Pour vous donner une idée, si on arrive avec un beau contrat écrit en bonne et due forme, et que la partie adverse n'a qu'un vague témoignage oral à proposer, l'écrit va pulvériser le témoignage, à tous les coups. La force probante de l'écrit l'emporte toujours. Ce qui nous amène à la section 3, acte juridique contre fait juridique. À la croisée des chemins de n'importe quel dossier, il y a une question vitale à se poser. Qu'est-ce qu'on cherche à prouver au juste? C'est là qu'on fait une distinction brillante en droit civil. D'un côté, on a l'acte juridique. Ça, c'est une vraie manifestation de volonté. 2 personnes décident de créer des effets de droit, comme quand on signe un bail. Et vu que c'est intentionnel, la loi est stricte. Il faut une preuve par écrit. D'un autre côté, on a le fait juridique. Ça, ce sont des événements, voulus ou non, qui nous tombent dessus et créent des obligations, comme un accident de voiture. Évidemment, on ne signe pas un contrat avant d'avoir un accident, donc logiquement, un fait juridique peut se prouver par tous les moyens possibles. Des photos, des témoignages, des indices, tout compte. Bon, on est d'accord, le droit ne serait pas aussi intéressant s'il n'y avait pas quelques petites exceptions pour pimenter le tout. On vient de dire qu'un acte juridique exige un écrit, mais la loi sait être pragmatique, il y a des cas où on est dispensé d'écrit. Déjà, si le litige porte sur moins de 1 500 €, on peut s'en passer. Mais il y a plus dramatique. Imaginez que votre contrat écrit parte littéralement en fumée dans un incendie. C'est ce qu'on appelle la force majeure. Ou encore, s'il y avait une impossibilité totale, matérielle ou morale, de rédiger ce document. Dans ces cas extrêmes, le juge permet exceptionnellement d'utiliser d'autres moyens de preuve. Allez, on enchaîne avec la section 4, la charge de la preuve. C'est bien beau d'avoir des preuves, mais la vraie question c'est qui doit se retrousser les manches pour les apporter sur le bureau du juge? Et là, on touche au monument du droit civil. L'article 1353 du Code civil, c'est le socle absolu. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit l'approuver. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la justice, ce n'est pas un détective privé qu'on engage pour fouiller à notre place. C'est la personne qui lance le procès, qui porte le fardeau, la fameuse charge de la preuve. C'est à elle d'amener les éléments. En fait, c'est une vraie dynamique de combat judiciaire. Le demandeur attaque, et pour que son attaque touche sa cible, il doit prouver chaque chose qu'il avance. Mais attention, en face, le défendeur n'est pas un simple punching ball, il a le droit de contre-attaquer en prouvant l'inverse. S'il dit « Attendez, moi j'ai déjà payé cette facture », eh bien il doit justifier ce paiement pour prouver qu'il est libéré de son obligation. C'est un échange de coûts, mais un échange structuré par les preuves. Et enfin, section 5, le joker des présomptions. Alors là, c'est un peu le grand rebondissement de notre consultation. Que fait-on quand la preuve est tout bonnement impossible à dénicher? Eh bien, la loi n'est pas complètement aveugle à nos galères. Parfois, elle nous glisse un joker, un raccourci légal qu'on appelle la présomption. En gros, c'est une supposition faite par la loi à partir d'indices. L'exemple parfait, c'est en droit de la famille.
Si une femme mariée a un enfant, la loi suppose automatiquement que le mari est le père. C'est la présomption de paternité. L'enfant n'a pas besoin de ramener des preuves scientifiques complexes, la loi l'en dispense. Mais attention, il y a une distinction gigantesque à retenir ici sur ces présomptions. C'est vraiment le cœur de la stratégie. D'un côté, on a les présomptions simples. Celles-là, on peut les contester. Reprenons notre histoire de paternité. La loi a dit que le mari est le père, d'accord. Mais cet homme a tout à fait le droit de faire un test ADN pour démontrer l'inverse. La présomption tombe. Par contre, de l'autre côté, c'est le mur de briques. Les présomptions irréfragables. Le mot est compliqué, mais ça veut dire irréfutable. Aucun débat possible. L'exemple classique, c'est le vol de bagages. Si la loi vous désigne comme responsable d'un bagage et qu'il disparaît, fin de l'histoire. La dure réalité s'abat, on est considéré responsable, point barre. Même pas le droit d'essayer de prouver qu'on a été prudent. C'est irréfutable. Ce qui nous amène à cette réflexion finale. On a vu que tout le système repose sur cette incroyable mécanique de la preuve et des présomptions. Mais, au fond, que reste-t-il de la justice si notre preuve la plus vitale est définitivement perdue ou détruite et qu'aucune présomption ne vient à notre secours? C'est une pensée qui donne le vertige et qui nous rappelle une chose essentielle. Nos droits sont fragiles. Il faut toujours garder des traces. C'est le conseil numéro 1 quand on signe quoi que ce soit. Voilà pour cette consultation sur la preuve. Restez toujours curieux de ces règles invisibles qui façonnent notre monde.